Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Nicolas Froissart, le directeur général de la Fresque du Climat, atelier de sensibilisation aux causes et aux conséquences du dérèglement climatique qui a déjà formé plus d'1 400 000 personnes dans le monde. On verra s'ils deviennent ensuite des acteurs de la transformation de notre économie. Pour notre débat, on va recevoir un duo du collectif Les Entreprises s'engagent. Publicis et ACP Thermique Cédra nous expliqueront notamment comment les stages et l'apprentissage sont des leviers d'insertion. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, en partenariat aujourd'hui avec HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai l'Académie Visible et ses modules de formation pour améliorer la performance entrepreneuriale. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Froissart. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général de la Fresque du Climat, association créée en 2018 par Cédric Ringenbach. Depuis 1 400 000 personnes formées dans 156 pays et plus de 67 000 bénévoles qui y ont participé en une cinquantaine de langues, 45 langues. Ce succès, il ne se dément pas, il y a une croissance qui continue là, ces derniers mois. Oui, ça continue. Oui. Beaucoup en France, mais ce que vous disiez, aujourd'hui dans 150 pays. Donc c'est assez extraordinaire de voir cette fresque du climat se développer un peu partout dans le monde. Alors c'est un vrai succès, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore connu, qui n'y ont pas encore participé, c'est quoi? C'est un jeu, c'est un atelier, un peu des deux? C'est un atelier ludique, effectivement, mais très scientifique aussi, puisqu'il repose sur les constats du GIEC. Donc c'est très important, effectivement, de partir de la base scientifique qui est évidemment énorme aujourd'hui sur le dérèglement climatique, mais de le faire aussi de façon ludique, en collectif, puisqu'en général c'est 7 personnes, ça peut être un peu moins ou un peu plus, avec un animateur ou une animatrice qui est là pour faire émerger de l'intelligence collective. C'est-à-dire que c'est vraiment les participants qui vont ensemble essayer de découvrir les liens entre les causes et les conséquences du dérèglement climatique qu'on ne connaît pas forcément. On survole un vernis, on croit connaître, et en fait, une fois qu'on rentre vraiment dans le détail, sur un temps assez long, puisque c'est 3 heures, donc vraiment, on ferme son téléphone, on se concentre et on prend du temps avec l'animateur et avec les autres participants pour vraiment comprendre les mécanismes. Pourquoi ça s'appelle une fresque ? Une fresque, parce qu'à un moment donné, ça ressemble aux fresques parfois ancestrales, c'est-à-dire que ce jeu de cartes prend vie et les cartes sont reliées les unes aux autres, et à un moment donné, il y a un paysage global sur ce dérèglement climatique avec une partie en plus de créativité où chaque participant et participante, avec des feutres par exemple, peut rajouter un dessin ou quelque chose qui en tout cas est important pour cette personne-là, et avec un titre, chaque équipe à un moment donné. Donc il y a des millions de titres puisqu'il y a eu des ça, chacun crée sa fresque du climat. Chacun crée sa fresque du climat. On en sort changé. Ça m'intéresse, le retour d'expérience. Sort changé. Moi, j'ai rejoint je suis directeur général depuis août dernier de cette initiative, parce que même avant de penser pouvoir la rejoindre un jour, ces dernières années, un nombre assez hallucinant de personnes m'ont dit que la fresque du climat les avait changées, les avait transformées. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont... alors, c'est peut-être pas uniquement la fresque du climat, mais ça démarre peut-être un processus et les gens vont s'intéresser aussi à aller voir des vidéos, à lire des ouvrages, mais souvent la fresque du climat déclenche quelque chose. C'est la question que je posais dans les titres. Souvent, ils deviennent quoi? Des acteurs de la transformation environnementale dont on parle tous les jours dans cette émission? Ils changent de job parfois, ils changent d'entreprise. Ou ils mettent la pression en interne dans leur entreprise pour que ça bouge? Oui, parce que les animateurs qu'on appelle fresqueurs ou fresqueuses, donc il y a un vocabulaire aussi qui est né à partir de la fresque du climat. Les fresqueurs, parfois, il y a des fresqueurs dans des entreprises. C'est-à-dire que vous avez des entreprises comme EDF, Enedis, Decathlon, le groupe Postal qui travaillent depuis plusieurs années avec la fresque du climat et qui ont eux-mêmes formé des salariés de leur entreprise à devenir fresqueurs qui, après, fresquent leurs collègues. Est-ce que les élus, les parlementaires, les ministres, est-ce qu'ils fresquent beaucoup? Pas assez. Ils fresquent pas. Ils sont un peu fresqués. Oui, d'accord. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y en ait qui soient formés à l'animation de la fresque du climat. Ce serait super. Mais ce qu'on aimerait, c'est déjà, effectivement, fresquer tous les décideurs
Il y en a qui sont passés par la fresque du climat, mais on retrouve ce qu'on retrouve chez aussi un nombre de citoyens encore important, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'ils pensent connaître les mécanismes, alors qu'en fait, il faut vraiment prendre le temps pour creuser ça. Ouais, c'est d'autant plus important qu'on l'a dit plusieurs fois ici, à partir du moment où le COMEX s'empare de ces enjeux dans une entreprise, ça va évidemment beaucoup plus vite. Et on fresque des COMEX. Oui. On fresque beaucoup de COMEX et on rêve de fresquer le Conseil des ministres, par exemple. Très bonne idée. Pour l'instant, ils sont 12. On leur laisse un peu de temps. Ils sont 13-14, on est à peu près dans le bon format. Ah, en plus, oui. C'est 2 tables, 2 animateurs. Ils seront plus nombreux après. La licence du jeu, d'une certaine façon, a permis son succès. Faut l'expliquer, pourquoi elle permet une utilisation large. C'est gratuit, pas forcément, pas pour tout le monde. Enfin, il faut peut-être l'expliquer. C'est gratuit quand on est dans un cadre gratuit, c'est-à-dire que vous vous formez à l'animation. Demain, vous pouvez sensibiliser vos proches, vos amis, qui vous voulez. Si c'est dans un cadre gratuit, vous n'avez rien à payer. Par contre, évidemment, quand c'est dans le monde de l'entreprise, on considère qu'il faut effectivement mettre des moyens pour accompagner aussi le développement de la fresque du climat. Oui, cet argent sert à faire connaître la fresque du climat et à la déployer. À développer en France, à développer dans 150 pays, ce qui est énorme, et accompagner la communauté bénévole, puisque sur les plus de 65 000 animateurs, animatrices dont vous parliez tout à l'heure, il y en a aussi qui sont bénévoles et qui vont justement organiser une fresque dans un festival, dans un événement grand public, dans des mairies, dans des écoles. Et cela, il y a une partie de l'équipe de salariés qui les accompagne pour qu'on soit tous plus efficaces. Allez, si je reprends à mon compte, il n'y en a pas beaucoup, mais une critique qui est exprimée sur la fresque du climat, c'est elle est dépolitisée, elle ne fait pas de politique et elle gomme d'une certaine façon les sources politiques de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Elle n'est pas partisane, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'une sensibilité particulière. Elle repose sur des constats qui sont scientifiques. Donc la science, elle n'est pas partisane. Donc nous, notre boulot, c'est bien qu'il y en ait d'autres qui aient d'autres approches, mais nous, notre boulot, c'est de sensibiliser le maximum de personnes et que le maximum de personnes comprennent quel est le problème. Parce que tant qu'on survole un problème, en fait, on ne le règle pas en profondeur. Oui. Quand on a fait la fresque du climat, de temps en temps, on devient bénévole et on veut diffuser ça le plus possible. Ouais. C'est une espèce de chaîne de conscientisation. Beaucoup de fresqués deviennent fresqueurs et on a envie que ça continue comme ça. Beaucoup de personnes ont été fresquées, sont devenues fresqueurs et parfois sont partis. C'est un peu ça le modèle à l'international en tant qu'expat et ont commencé à diffuser la fresque, mais rapidement des communautés locales s'emparent du projet. Il y a un mécanisme assez viral dans ce jeu qui est assez fantastique. Quand elle est organisée dans une entreprise qui est polluante, voire très polluante dans le secteur des énergies fossiles ou du plastique par exemple, comment réagissent les salariés ? Parce que c'est presque, enfin vous voyez, ça peut être un peu déstabilisant, c'est-à-dire qu'on prend conscience de l'ampleur du phénomène, puis on se dit, bah oui, mais la boîte dans laquelle je travaille joue un rôle important là-dedans. C'est l'objectif, c'est que les salariés se posent effectivement plus de questions et puis challenge peut-être davantage aussi l'entreprise dans laquelle ils travaillent. C'est un début de quelque chose, mais effectivement, tant qu'il n'y a pas ça, on pense que ce soit dans l'entreprise ou dans la société de façon générale, il y a peu de chances que les choses avancent si vraiment on ne comprend pas. Vous attendez qu'on vienne vous chercher ou alors vous démarchez certaines entreprises en disant tiens là, ça serait tellement bien qu'ils fassent une fresque du climat. Aujourd'hui, on ne démarche pas, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui viennent à nous, mais après on sait qu'il y a des entreprises qui viennent aussi parce qu'elles se font un peu justement bousculer par leurs salariés. Aujourd'hui, si on fait rien sur la question climatique, on peut vite effectivement être un peu challengé par les salariés, par les parties prenantes, les clients. Donc voilà, après il faut effectivement que les entreprises soient dans une démarche sincère. La fresque du climat est un début de quelque chose. Ça, c'est un point de départ. Et voilà, et nous on travaille aussi beaucoup aujourd'hui avec d'autres fresques, d'autres ateliers sur l'après-fresque et sur la façon dont effectivement le processus peut continuer. La question de l'impact est évidemment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Merci beaucoup Nicolas Froissart, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, les stages, l'apprentissage comme levier d'inclusion. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
Bismart, partenaire du collectif Les Entreprises s'engagent. Une fois par mois, je reçois dans ce Smart Impact deux membres de cette communauté qui agit pour une société inclusive et un monde durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Leïla Grison. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice équité et inclusion chez Publicis France. Et Éric Varin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, dirigeant d'ACP Thermique Cédra. Je vais commencer par une question toute simple et la même pour tous les deux. Pourquoi vous avez rejoint cette communauté, Les Entreprises s'engagent? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors d'abord, c'est l'occasion d'échanger avec des gens de grande qualité. Alors je pense tout particulièrement à Sylvain Raymond et Joséphine Nabour, que j'ai la chance de voir régulièrement. Et pour une fois, et depuis longtemps, la capacité de mettre en relation les entreprises et les instances gouvernementales, et de faire se rencontrer à la fois des besoins qui sont ceux de la nation, mais aussi les réalités de l'entreprise qui ont parfois du mal à... Ces deux univers qui ne parlent pas toujours le même langage. C'est ça, pas toujours. Exactement. On parle souvent de la même chose, pas toujours avec le même langage. Et là, ça permet de connecter plus rapidement, notamment en matière d'éducation et d'inclusion, qui sont les sujets que, pour ma part, je porte. Oui, et dont on va parler ici. Éric Varin, sur ces thèmes-là, on peut dire qu'en quelque sorte, ils vous ont repéré, les entreprises s'engagent, c'est ça? Oui, exactement, parce que justement, je réfléchissais à votre question. Oui. Et moi, je suis engagé depuis 1994. Dès la création d'entreprise, j'ai commencé à m'engager au niveau de l'apprentissage. Et donc, toujours reprendre des apprentissages, les former, etc. Les amener dans un emploi, pas forcément celui dans lequel ils ont appris, en quelque sorte, mais au moins leur fait connaître le monde du travail. Et donc, c'est un engagement que j'ai fait depuis 1994. Et j'ai été effectivement happé à un moment donné dans Les Entreprises s'engagent. Et c'est comme ça que j'ai pu être dans ces entreprises qui s'engagent. C'est quoi votre domaine d'activité, en quelques mots? Alors nous sommes plombiers, chauffagistes. On fait de la salle de bain également et de la climatisation. Petite PME, on est 14 dans l'entreprise. Donc petite entreprise, donc on ne peut pas embaucher tout le monde, bien entendu, mais on a 5 apprentis toujours, et les compagnons. Et ces compagnons que nous avons, ce n'est pas des compagnons qui sont arrivés chez nous en étant compagnons, déjà, ils sont arrivés apprentis. Donc on les a recrutés, il y a un certain qu'on a recruté à 15 ans, qui sont maintenant des compagnons qui forment les apprentis. Donc on a un cercle vertueux qui nous permet d'avoir... Et ça nous fait une équipe super jeune de 25 ans. Si nous enlevons, on m'enlève... ça fait une super moyenne d'âge. Ça fait une super moyenne d'âge, 25 ans, très dynamique et très volontaire. Voilà. Les seniors sont aussi dynamiques. Mais oui, ça marche même avec vous dedans. Ça, oui, ils me suivent. Alors on va beaucoup parler d'inclusion évidemment dans notre échange. Publicis, je le disais en préparant l'émission, c'est donner des objectifs de juste représentation de la société française dans ses effectifs. Quel levier vous activez pour y arriver? Alors, le premier levier, il y en a deux en réalité. On est, alors effectivement, un groupe important de communication et de marketing en France. On est le numéro 2 mondial. On a parmi les agences les plus primées en termes de belles campagnes et de belles réalisations. Chaque jour, on touche des millions de personnes. Quand on fait cela, et je le dis de manière hyper humble, on a aussi une immense responsabilité. On a une surface et un terrain de jeu qui sont objectivement très excitants pour des publicitaires. Pour autant, on a aussi une immense responsabilité. Donc le premier levier, c'est celui de l'éthique de responsabilité. Quand on est une grande entreprise qui fabrique de l'image toute la journée et qui la produit, et qu'elle a pour effet de créer des imaginaires collectifs. Donc c'est ce que vous diffusez. C'est ce qu'on diffuse. C'est déjà ce levier-là. Pour être juste dans ce que nous diffusons et des justes représentations des personnes et de leur singularité, alors il convient que les équipes soient elles aussi mixtes et plurielles, parce que la réalité, c'est que les différentes populations, selon votre parcours socio-économique, votre parcours éducatif, l'endroit où vous vivez, vous n'avez pas les mêmes expériences et pas les mêmes langages de la réalité. Et donc des équipes mixtes permettent aussi d'être plus justes dans les représentations. Et ça, c'est parce qu'on a un deuxième devoir, qui est celui de la performance. De la même manière qu'une chaîne de télévision ou qu'un média, les acteurs de la création ont tout intérêt à rester connectés avec leurs audiences. Et rester connecté avec son audience nécessite quand même de bien la comprendre. Mais alors, là, on est dans les objectifs, mais est-ce que ça suppose de sortir de ces critères de recrutement, un certain nombre de biais pour atteindre ces objectifs? Bien sûr. Alors ça s'impose. Ça ne suppose pas, ça s'impose. Tout petit exemple, quand j'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, donc on a créé ce département diversité, équité, inclusion, et qu'on constatait qu'on était assez peu divers dans les équipes. J'étais une exception en réalité. Après, il n'y a pas que des diversités visibles, mais en tout cas celle-ci. Et bien, on a fait le constat que 90% de nos stagiaires et alternants venaient de grandes écoles de commerce. Quand on regarde la sociologie des grandes écoles de commerce en France, ou des grandes écoles
écoles publiques, notamment en France, alors on se rend bien compte qu'il y a très très peu de diversité. Et ce peu de diversité qu'on retrouve dans les études supérieures, seulement 12% de fils et filles d'ouvriers, alors qu'ils représentent 21% des enfants de la France. Oui, j'ai trouvé ces chiffres-là, 2022, pardon de vous interrompre, mais ça donne un argument et un détail. Les enfants d'ouvriers ou d'inactifs représentaient, on va regarder cette infographie, seulement 6% des élèves d'école de commerce et 10% des étudiants en université. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Absolument, absolument. Et plus vous montez à l'université, c'est-à-dire qu'ils vont être un certain nombre à rentrer en première année, ils seront encore 13% en licence, ils ne sont plus que 7% en Master 2. Est-ce que c'est un défaut d'intelligence ? Je ne crois pas. Non. Est-ce que c'est un défaut d'envie, d'ambition ? Certainement pas. En revanche, on sait qu'en France, le contexte socio-économique dans lequel vous vivez pèse encore beaucoup trop lourdement sur votre trajectoire. Et je ne parle pas non plus des origines autres que le contexte socio-économique. Je voudrais qu'on parle de l'apprentissage avec vous, Éric Varin. Ça fait, vous l'avez dit, plus de 20 ans que vous le pratiquez. Vous avez fait le bilan, combien d'apprentis accompagnés, embauchés, comment ça se passe ? Alors, effectivement, j'ai fait un petit bilan parce que tout à l'heure, on a une 50aine de personnes que j'ai pu former. Donc il y a des apprentis qui restent à la taille de votre entreprise, c'est important. Donc, ce qui veut dire que comme j'en ai 5 en permanence, donc ce qui me permet de... Alors, ça tourne, je veux dire, je ne peux pas embaucher tous les 5 chaque année, sinon j'aurais une entreprise super importante. Mais donc ce que je fais, généralement, ces apprentis vont soit prendre un cursus complémentaire dans une autre entreprise. Et donc pour ça, j'utilise mon réseau. Donc je suis membre de la Fédération française du bâtiment. Ce que je fais, vous les placez à la fin de leur place apprentissage dans d'autres entreprises de façon qu'ils puissent continuer leur cursus si chez moi ça ne peut pas se faire. Ou alors à des confrères qui vont les embaucher avec l'expérience qu'ils auront chez moi. Mais ça veut dire, si vous faites ça depuis 20 ans, la réforme de Muriel Pénicaud quand elle était ministre du Travail, là, qui a quand même reboosté l'apprentissage, ça n'a rien changé pour vous ? Vous le faisiez déjà ? Ça n'a rien changé. Et puis de plus, il y avait une partie qui existait. Donc on l'a simplement médiatisé. Donc là, ça existait. Donc pourquoi on l'a médiatisé. Effectivement, ça a donné un boost. Et donc à ce moment-là, on a eu une pénurie d'apprentis. Il y avait moins de personnes qui arrivaient sur le marché. Plus difficile pour C'était plus difficile d'en trouver. Mais ceci dit, c'est très bien. Tant mieux. Est-ce que, il a raison, l'apprentissage, ça fait partie des habitudes des métiers de la communication et de la publicité ? Ou pas totalement ? Alors, de plus en plus, l'apprentissage, l'alternance, de plus en plus. Pendant un temps, ça a profité quasi essentiellement plutôt Bac plus 4 plus 5 de grandes écoles, parce qu'on restait enfermé un peu dans ce prisme-là. Et tout l'enjeu, c'était justement d'ouvrir et de faire que cela serve tout le monde. Donc concrètement, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a commencé à élargir le vivier dans lequel on recrutait en apprentissage et en alternance, notamment auprès des BTS et en alternance dès le Bac plus. Vous avez un programme qui s'appelle Publicis Trax, c'est ça ? Oui, absolument. Donc c'est de ça dont on parle ? Absolument. Comment ça marche ? Racontez-nous. Comment ça marche ? Donc c'est à partir du constat que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'on recrutait à peu près toujours aux mêmes endroits. Et on a constaté par ailleurs, dans les chiffres de l'éducation nationale, que le BTS était la formation la plus égalitaire en France. Donc avec une juste représentation des proportions d'enfants d'ouvriers dans la société, d'enfants d'ouvriers en BTS, et jusqu'au cadre dirigeant, ou enfants de cadre dirigeant. Il existe des BTS communication. On a donc répertorié 5 lycées publics, au début en Ile-de-France, et on va s'élargir, en REP et REP+, classés en zone d'éducation prioritaire, comme on aurait dit auparavant, et adressé donc des élèves de première et de deuxième année de BTS communication, à qui on propose des stages dans nos très belles agences, ce qui ne se serait jamais produit avant, en les accompagnant de bout en bout aussi avec des masterclass, avec des parcours un peu sur mesure de coaching, de confiance en soi. C'est pas évident de rejoindre un groupe du CAC 40 avec des gens qui ont tous 3 langues. Voilà. C'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a aussi j'arrive pas à trouver le mot, mais un blocage personnel à combattre chez certains. C'est non, le Publicis, c'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, je vois très bien ce que vous dites. J'ose pas y aller, ça sert à rien que j'essaye, quoi. Peut-être parce que pendant longtemps, la porte était vraiment fermée, d'ailleurs. Alors voilà, parce que beaucoup nous l'ont dit, et je sais que c'est vrai, c'est-à-dire, publiciste, je n'aurais même pas osé y penser. La réalité, c'est que rares sont les gens qui s'autocensurent, que ce soit les élèves ou les femmes ou les personnes LGBTQI+, ou les personnes en situation de handicap, sans qu'à un moment, il y ait eu une forme de censure, sans qu'on ait dit son nom, qui venait aussi des codes sociaux, on va dire, et donc des espaces qui vous sont autorisés, entre guillemets, et ceux qui vous le sont moins. Et là, effectivement, le fait qu'on crée des passerelles permet à la fois aux jeunes de se dire c'est aussi pour moi,
et de se rendre compte qu'ils sont complètement capables. Et pour les managers, de se rendre compte que c'est aussi pour eux et que ces étudiants, un peu plus jeunes, mais pour autant apportent beaucoup de talent, de richesse et d'ouverture à nos métiers. Donc c'est une rencontre qui finit par lever l'autocensure des deux côtés. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups, c'est Smart Ideas, tout de suite. Smart Ideas, en partenariat aujourd'hui avec HUP, l'association qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap. Je reçois Steve Ongponu. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Heureux de vous accueillir. Lauréat du trophée Vote du public des trophées HUP, expert en notoriété et image de marque. Vous lancez l'Académie Visible. C'est quoi l'Académie Visible ? L'Académie Visible, déjà merci de me recevoir Thomas. L'Académie Visible, c'est un programme pour accompagner, c'est une transformation pour accompagner les entrepreneurs ou les salariés qui ont un projet dans l'entrepreneuriat afin de les accompagner vraiment de bout en bout, afin de réussir leur projet et avoir de la visibilité. Donc en fait, on a remarqué qu'il y a 1 million d'entrepreneurs aujourd'hui en France et la plupart des salariés vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Au bout de 3 ans, ils vont retourner dans le salariat. En fait, c'est un constat qu'on a noté. Moi, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur et donc c'est pour les accompagner en termes de storytelling, en termes de branding et en termes de réseau pour avoir une vision 360 afin qu'ils puissent avoir toutes les bonnes clés pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous différencie des autres programmes de coaching pour entrepreneurs ou cadres ? Alors, ce qui nous différencie, c'est que nous allons déjà dans le cœur de l'activité. On va travailler sur le positionnement, on va travailler sur l'histoire qui est racontée. Oui. La plupart des marques qui performent, c'est parce qu'elles ont une belle histoire à raconter, c'est parce qu'elles ont parlé à leur cœur de cible. Et donc, en fait, on va comprendre, nous, notre méthode, c'est d'utiliser ce qui s'est passé avant les 14 ans quand c'est du personal branding, ou alors de voir l'essence de la marque et quel est le problème qui est différenciant pour pouvoir accompagner les personnes. Aussi, dans l'académie, ce qui va nous différencier, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a un gros impact, il y a plusieurs milliards d'utilisateurs. Donc, on va apprendre aux étudiants, aux académiciens à utiliser vraiment les réseaux sociaux, mais on va les accompagner de bout en bout, à savoir, on va les accompagner sur un shooting, on va faire un shooting précis, on va les accompagner sur la charte graphique, quelle est l'identité visuelle à avoir, comment ils vont parler. Des exercices très pratiques. Exactement, nous sommes dans des exercices très pratiques et en fait, en fait, ce qui est différent des autres programmes, c'est que nous sommes en relation directe avec nos étudiants et nous les accompagnons main dans la main avec un coaching, 2 coachings par semaine, afin de résoudre leurs problèmes et de les accompagner à pouvoir y aller. Moi, quand j'ai commencé, j'avais investi de l'argent, j'avais perdu de l'argent dans mon activité. J'avais une marque de vêtements que j'ai créée et en fait, j'étais pas assez accompagné parce que quelle histoire raconter, quel positionnement avoir, à qui parler, la marge, les coûts en termes de communication, j'avais pas toutes ces informations-là. En fait, donc du coup, le but, c'est vraiment de les accompagner de bout en bout et de les tenir par la main pour qu'ils puissent avoir leurs premiers euros et avoir leurs premiers clients. Vous portez toujours ce chapeau. C'est quoi son histoire ? Absolument, je porte ce chapeau parce que j'ai une histoire qui est très particulière. J'ai passé 2 années en fauteuil roulant, donc j'ai une maladie génétique. Il faut le dire, vous êtes né au Bénin, vous arrivez en France pour intégrer un centre de formation dans l'espoir de devenir footballeur pro, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Et ça s'arrête du jour au lendemain ? Oui. Le rêve ? Oui. Donc vous vous retrouvez en fauteuil ? Exactement. Donc voilà, je me retrouve en fauteuil, je quitte Auxerre, j'étais venu pour jouer au football. Et en fait, les médecins me disent que je ne marcherai plus jamais de ma vie. Et donc, je manquais énormément de confiance en moi. Longtemps, quand j'étais petit, à part le football, j'étais harcelé par des camarades de classe. Et donc, du coup, le chapeau, je suis rentré dans une boutique et je suis tombé sur ce chapeau-là. La dame, elle a dit que le chapeau, il transformerait ma vie. Et c'est vrai que ça a transformé ma vie. Ça vous a donné confiance ? Ça m'a donné énormément confiance. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand je le mets, j'ai énormément confiance en moi. Et justement, le but de l'Académie Visible aussi, c'est que on accompagne des personnes à trouver leur chapeau. Alors, c'est pas un chapeau physique comme le mien, mais c'est un accessoire qui va être aussi bien dans le logo, dans l'identité visuelle ou physiquement pour donner confiance à la personne et représenter son identité. Vous racontez cette histoire dans ce livre, publié aux éditions Duno. J'avais toutes les excuses, on le voit bien. Pourquoi ce titre tient ? Parce que toutes les excuses pour rien faire ? Alors j'avais toutes les excuses pour abandonner parce que exactement, je suis né avec 1,5 cm de différence entre les hanches. On m'a dit que je serais handicapé, on m'a dit que je ne jouerais plus au football, on m'a dit que je ne marcherais plus non plus. Après, j'ai subi le racisme dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Je raconte un chapitre dessus. J'étais directeur commercial, j'aurais pu être vice-président Europe, mais je n'ai pas eu le poste parce qu'ils ont dit on ne va plus mettre jamais un noir à la tête de l'Europe. Et donc j'avais toutes les excuses pour abandonner, mais en fait, je pense que
Mon mojo, c'est la résilience. Et je sais que c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui Oui, mais un peu alors partout. pour vous, mais, vous êtes à chaque fois sorti plus fort des épreuves. Exactement. Et en fait, pour moi, derrière chaque difficulté, il y a toujours un bonheur. Et c'est ce que je dis. En fait, dès qu'il y a une difficulté, il y a un cadeau qui arrive derrière. Et j'avais toutes les excuses pour ne pas abandonner. En fait, je l'ai écrit parce que j'ai un fils, Gabriel, qui a 3 ans. Et je me suis dit, si avec le Covid, je ne sais pas comment ça allait se passer, s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais qu'il comprenne toutes les étapes de ma vie. Et donc, du coup, je l'écris pour un petit garçon pour lui dire que malgré les difficultés de la vie, en fait, on peut y arriver. Et il ne faut surtout pas abandonner. Très bon message. Croire en soi pour déjouer les obstacles. Merci beaucoup. Et bon vent à votre académie visible. Voilà, je voulais remercier très vite Cyrielle Chazal, programmatrice et productrice de l'émission, Alice Pitali, la réalisatrice, et Alexis Oustabasilis qui s'occupait du son. Salut. Merci beaucoup. C'est moi qui...